Je voudrais d'abord, si vous me permettez, faire un petit point de où on en est en matière d'organisation du cours et des TD, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait capté. Donc, bon. En fait, l'organisation qu'on a prévue, c'est une organisation qui permet de se redéployer, même si on doit tout arrêter en présentiel. C'est pour ça qu'on a mis autant que possible des contenus sur Internet. Donc je vous rappelle que, normalement, sur l'EPI, vous trouvez, on commence par un syllabus. Dans le syllabus, il y a des indications bibliographiques, il y a un renvoi vers l'ouvrage de référence du cours qui fait la continuité avec le cours de deuxième année. Cet ouvrage, il est disponible sur Domino. Vous savez, Domino, c'est le portail de l'université, donc il n'y a pas besoin d'acheter. En plus, il y a le cahier PD, mais il y a aussi, vous avez peut-être regardé, un kit de survie et des notions à connaître. Ça, en gros, c'est la trame du cours, c'est le plan détaillé du cours, pour ce qui est des notions à connaître. Et dans le cas du kit de survie, c'est tous les théorèmes et toutes les définitions importantes. Bon, en plus, je mets toutes les notes de cours, et à côté de ça, il y a un canal, une chaîne YouTube, sur laquelle il y a deux types de matériel. Il y a les notes de cours, c'est-à-dire les instantanés du cours, donc ce que je suis en train de vous raconter qui est filmé. Et puis en plus, il y a à côté de ça une deuxième playlist avec les TD. Voilà. Donc ça, c'est le matériel qui est disponible en ligne. Et puis hors ligne, il y a votre serviteur et il y a les chargés de TD qui s'activent. On a tous 12 séances, donc 12 séances d'1 heure pour les TD, 12 séances de 3 heures pour votre serviteur. Et le but du cours, c'est de raconter une histoire pour vous permettre, enfin en gros, pour essayer de vous montrer où on essaie de vous emmener, et puis deux, présenter les définitions, les théorèmes, les exercices de base, voilà. C'est aussi, comme les TD, un lieu d'échange, c'est-à-dire que toutes les questions que vous avez à poser sur le matériel en ligne, ce que vous ne comprenez pas quand vous êtes bloqué, etc., n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut poser. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions soit en TD, soit maintenant. Parce que de fait, le format des interactions en TD est un peu réduit, dans la mesure où il y a moins d'heures de TD que les années précédentes. Enfin, il y a surtout moins d'heures de TD qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, il y avait 18 heures de TD. Mais comme les TD ont été coupés successivement, il n'y a plus que 12 heures de TD. Bon, mais le truc, c'est que normalement, avec le matériel qui est en ligne, vous devez pouvoir faire tout seul, sauf le truc essentiel, c'est poser des questions quand vous êtes coincé. Alors, il y en a beaucoup qui m'écrivent des mails, mais le problème, c'est que 700 étudiants en L3 de stats, 1000 et quelques en L1 de l'histoire économique, 150 en économie de l'assurance, 150 en économie de la banque, 100 en régulation financière, les mails, si vous voulez, le moment idéal pour poser des questions, c'est le cours. Bon, ou les TD. Le sujet, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui, effectivement, ont peur de se lancer en cours parce qu'il faut prendre la parole devant tout le monde. On se dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je demande pourquoi l'intégrale de mon infini à plus l'infini de banane volante dx est égale à je ne sais pas quoi. Ça, je suis navré, mais je n'ai pas de solution pour ça. Mais donc, si vraiment vous ne voulez pas parler en public, venez le voir à la pause, mais normalement, le lieu pour ça, c'est le cours, pour poser des questions. C'est le cours, les TD. Je vous rappelle que tout le monde a été... Enfin, pour arriver à comprendre, tout le monde est passé par ne pas comprendre. Donc il ne devrait pas y avoir de souci à poser des questions. Je me moquerai d'autant de vous que, n'étant pas du tout un mathématicien, je comprends parfaitement qu'on soit bloqué sur des trucs qui empêchent de progresser. Et en fait, souvent, il suffit de poser une question dont on pense qu'elle est idiote, mais elle n'est pas idiote, parce que c'est la question qui conditionne la suite. Donc franchement, n'hésitez pas à poser des questions, soit en direct quand il y a tout le monde, soit à la pause ou après le cours. Voilà, donc ça c'était pour l'organisation du cours. Dernière chose, 4 interros en ligne, en gros une toutes les 3 semaines, puis un examen terminal pour ceux qui n'ont pas fait les 4 interros en ligne. Je pense que vous avez compris parce que j'ai envoyé une série de mails. Je suis navré qu'on n'ait pas pu trouver une autre date que le vendredi pour les interros en ligne. Le problème c'est que tous les jours, il y a des cours obligatoires et des TD obligatoires entre 8h du matin et 20h30. Donc comme on ne va pas mettre des interros à 21h en semaine, ça paraît aberrant. Surtout pour les gens qui travaillent la nuit, qui se couchent tôt, etc. Parce qu'ils se lèvent tôt le matin. On ne va pas non plus mettre des interros avant les cours à 6h30 du matin. On ne peut pas mettre des interros le dimanche. Moi, personnellement, ça ne me poserait aucun problème, mais je sais que ça ne passerait pas. Donc, la seule solution, c'est le samedi en après-midi. Donc, ceux à qui ça ne convient pas,
vous faites un courrier au secrétariat avec copie à moi, vous dites que vous ne pouvez pas, et l'examen terminal sert à ça. Ceci dit, la vraie question, c'est ceux qui pensent qu'ils pourront se libérer pour 1 ou 2 ou 3 interros, mais pas pour les 4, ceux qui pensent qu'ils vont avoir des problèmes à assurer les 4 interros, n'hésitez pas à passer en examen terminal, et de toute façon, pour se connecter aux interros, on ne vous demandera pas votre code, votre mot de passe, ça coûtera 0 argent, donc vous pouvez très bien vous connecter aux interros pour vous entraîner, hein, vous aurez même votre note. D'accord ? Mais de fait, si vous avez demandé à passer en examen terminal, vous serez en examen terminal. En revanche, si vous ne demandez pas à passer en examen terminal, que vous avez 3 fois 0 à l'interro et que la 4e fois, vous dites « Ah ouais, mais finalement, je crois que l'examen terminal, c'est beaucoup mieux parce que, en fait, dans mon organisation, je ne peux pas aller aux interros. » Ça va se voir un peu. Voilà. Bon, donc ça, c'était juste pour ceux qui ne sont pas là, parce que de toute façon, ceux qui font des trucs comme ça, ils ne viennent pas en cours. Et puis, ceci étant dit, on va revenir à nos moutons. Et nos moutons, c'était quoi? C'était que, en fait, la semaine dernière, j'ai essayé de vous expliquer 2 choses, également importantes à mes yeux. La première, c'était l'idée que la façon dont on fait les stats à partir de cette année change complètement par rapport à la perspective que vous aviez sur les probas jusqu'ici. Parce que jusqu'ici, on utilisait les probas dans des exercices un peu formels, en essayant de faire des prédictions. C'est-à-dire en se disant, ben voilà, j'ai un jeu de cartes, quelle est la probabilité que je tire un brelan de valet dans une main de 5 cartes, par exemple. Ce qui sert, pour les joueurs de poker, évidemment, les probabilités, c'est très utile, parce que quand vous avez un jeu, vous connaissez la probabilité que les autres joueurs aient un meilleur jeu que vous. Et le poker, c'est essentiellement un jeu de proba. Enfin, il faut avoir une connaissance solide des probabilités, et puis après, il faut avoir un peu de psychologie de vos adversaires, et puis après, il faut avoir des nerfs d'acier. Mais nous, on ne fait pas du tout du poker. Nous, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va utiliser la structure formelle du calcul des probabilités pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Donc concrètement, on va se dire qu'il y a des phénomènes qui doivent obéir à des modèles formels, et puis ces modèles formels, ils vont nous permettre d'évaluer la probabilité de ce qu'on voit, compte tenu du modèle. Donc typiquement, le modèle formel, c'était et s'il y a une chance sur 2 que chaque enfant soit un garçon et une chance sur 2 que chaque enfant soit une fille, eh bien, alors, il y a une chance sur, on avait dit, 1 million de milliards de milliards, que 82 années de suite à Londres, il y ait eu plus de garçons que de filles. Ça, on considère que c'est pas vraisemblable, mais c'est donc qu'il n'y a probablement pas une chance sur 2 qu'il y ait un garçon et une chance sur 2 qu'il y ait une fille, mais une probabilité plus élevée qu'il y ait un garçon, une fille. Bon, donc concrètement, on utilise le calcul des probabilités à l'envers, c'est-à-dire, non pas pour faire des prédictions sur l'avenir, mais pour calculer la probabilité de ce qu'on voit, et pour du coup avoir une idée de la vraisemblance des hypothèses qu'on fait sur ce qu'on voit. Ça, c'était la première partie, c'est ce que je vous ai raconté au début. La deuxième partie, c'était complètement plus calculatoire, et ça consistait à introduire une continuité entre le cas discret que vous avez manipulé jusqu'ici, puisque jusqu'ici, pour l'essentiel, vous avez fait des probas discrètes. Peut-être en deuxième année, vous avez commencé à faire du continu. Mais nous, on va faire essentiellement du continu. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le discret, alors c'est pas la peine de demander à chaque interro, mais monsieur, c'est quoi le programme d'un interro? Le programme d'un interro, c'est tout ce que vous savez. Alors c'est pas la peine d'oublier les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, il faut continuer à s'en souvenir, les fractions, les fonctions, tout ça. La connaissance, c'est un truc cumulatif, donc c'est pas la peine d'oublier à la fin de l'année, c'est pas la peine de reset, non, gardez tout, en tout cas tout ce qui est utile, et en l'occurrence les maths formelles, c'est assez utile, et puis on avance comme ça. Bon, et donc, de fait, on introduit un truc en plus, on introduit un truc qui a l'air beaucoup plus compliqué que les probas discrètes, pas pour le plaisir d'oublier les probas discrètes ou de faire plus compliqué, parce que les probas discrètes, on va les garder derrière l'oreille quand on pourra les employer parce que ce sera utile, mais dès lors que c'est possible, on va utiliser un théorème qui permet de transformer les probas qu'on ne connaît même pas en loi de probabilité connue, sauf que la loi de probabilité connue dans laquelle on transforme, c'est une loi de probabilité continue. Et donc, du coup, il faut manipuler les probabilités continues. Alors, on était là-dedans, et en particulier, on était dans l'idée de se dire que, en fait, ce qu'on avait comparé, c'était qu'on avait comparé une variable x, qui était une variable uniforme discrète, sur 1,6, donc typiquement, la variable x, ça décrit le résultat du jet d'un dé à 6 faces, à une variable y, qui était une variable uniforme aussi, mais qui était une variable uniforme continue cette fois-ci. Bon. Et puis,
on avait vu comment ça se passait avec une seule variable aléatoire, et ensuite on s'était intéressé à un couple aléatoire, donc un couple aléatoire discret x1, x2, puis on avait vu que dans le cas du couple aléatoire discret x1, x2, ce qu'on avait, c'était qu'on avait une loi jointe, n'est-ce pas? Une loi jointe, ça voulait dire, je sais pas quoi, la proba que... La loi jointe, elle nous donne la proba que x1 soit égal à 6 et x2 soit égal à 6, donc autrement dit, la proba qu'on fasse un double 6 en lançant 2 dés, et cette proba, c'était 1/6 fois 1/6, donc 1 sur 36. D'accord? Donc, en fait, dans un tableau, on avait la loi jointe, et puis, aux marges, on voyait apparaître les lois marginales de chacune des variables. Qui s'appellent lois marginales, justement, parce qu'elles sont en marge. Moi, je vous rappelle que ce qu'on appelle une loi de probabilité, c'est la fonction qui a un événement. Ici, x1 égale 6, c'est un événement, c'est je fais 6 avec le premier dé, attribue une probabilité. La loi de probabilité, c'est la fonction qui dit probabilité de l'événement égale. Bon, mais ceci dit, il faut que l'événement, ce soit un événement. Encore une fois, quelle est la probabilité que Wolfgang Amadeus Mozart? Ça ne veut rien dire. La probabilité que Wolfgang Amadeus Mozart ait 3 yeux, ça a l'air de vouloir rien dire parce que c'est un énoncé absurde, mais si c'est un énoncé absurde, on peut lui mettre une probabilité qui est 0. En revanche, la probabilité qu'une phrase qui n'est pas achevée, qui n'a pas de sens, ça n'existe pas. Autant je peux me demander quelle est la probabilité d'un truc absolument peu probable, autant je ne peux pas me demander quelle est la probabilité d'un énoncé qui juste n'est pas une phrase correcte. Parce que ça ne veut rien dire, c'est tout. Donc, les probas, c'est pas juste un truc très compliqué et bizarroïde auquel on ne comprend rien. C'est juste qu'on essaye d'assigner une mesure de vraisemblance, de confiance, de fréquence, ça dépend, à des énoncés qui ont du sens. Donc c'est pas un machin incompréhensible pour les gens bizarres, c'est juste un artifice pour essayer d'avoir un calcul sur des choses qui avant n'étaient pas calculables. Bon, donc on s'est dit, ben voilà, j'ai ma loi jointe et ma loi marginale dans le cas discret, ça c'est des choses qu'on connaît. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir, dans le cas continu, l'équivalent de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire une loi jointe dans le cas continu, et puis après des lois marginales. Bon, et déjà, ce dont on se souvient, c'est qu'en fait, dans le monde continu, on n'a pas à proprement parler de loi de probabilité, à cause d'un problème qui est en relation avec l'infini, on a des densités de probabilité. Vous vous souvenez, on n'a pas de loi de probabilité parce que si y1 peut prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 6, en fait, si on dit par exemple que la proba que y1 soit égale à ce qu'on veut, c'est-à-dire on prend k dans 1, 6, d'accord? Si on dit que la proba que y1 soit égale à k est égale à c, ben alors en fait, on va assigner une probabilité non nulle à chacune des valeurs du segment 1,6, mais comme il y a une infinité de valeurs dans le segment 1,6, quand on va faire la somme pour k dans 1,6, là, pardon, il s'est passé une chose bizarre avec mon stylet, des probas de x1 égale k, ça va nous donner c fois plus l'infini. Tout cela est assez étrange, pardon. Mais en fait, ça vient du fait qu'il y a un bouton sur le stylet, je ne maîtrise pas encore complètement cette affaire. Mais bon, de toute façon, c'était pour dire que l'infini, c'est atroce. Donc, le problème qu'on a avec la règle continue, c'est comme il y a une infinité de nombres possibles, comme il y a une infinité de valeurs possibles, si on donne une valeur qui n'est pas nulle à chacune de ces valeurs possibles, si on a une probabilité, pardon, qui n'est pas nulle à chacune de ces valeurs possibles, on se retrouve avec une quantité de probabilité qui est l'infini. Et l'infini, en probabilité, ça n'existe pas. Donc, une probabilité 1, c'est la certitude, mais on ne peut pas être plus sûr que d'être certain. Donc, on a recours à cet artifice, qui consiste donc à définir des densités de probabilité. De la même façon qu'on a défini une densité de probabilité pour une variable aléatoire, on va définir une densité de probabilité pour un couple. Donc, ça va s'appeler la densité jointe. Et la densité jointe, qu'est-ce que c'est? Ça va être une fonction à deux variables. Et donc, dans le cas présent,
on va se donner une densité fxy pour tout couple xy qui va valoir, alors là on est dans le cas particulier, n'est-ce pas, vous vous souvenez, où, non pardon, c'est pas xy, j'aurais dû dire y1, y2, autant pour moi. Donc f, y1, y2. Et là c'est y1, y2. Hein, puisque ce sont deux variables continues, y1 et y2. Et donc, comme on veut qu'elles soient uniformes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cette variable, la densité, elle est uniforme si à la fois y1 et y2 sont toutes les deux dans 0,6. Donc comme la première est dans 0,6 et la deuxième est aussi dans 0,6, donc elles sont dans 0,6 au carré, j'écris en pensant que c'est lisible. Parce que en fait, j'ai du mal à me retourner pour regarder. Si c'est pas lisible, dites-moi d'écrire plus gros, plus petit, de mettre des étoiles vertes, enfin je sais pas quoi, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Oui. Oui, pardon, je vais le remettre. C'est f de y1, y2. Donc ici on met les noms des variables, d'accord? C'est pour ça qu'elles sont en majuscules, et ici, on met des minuscules, c'est pour ça qui désignent des valeurs, d'accord? Donc je vous rappelle, les noms des variables, c'est parce que ça désigne des choses. Les choses, c'est le résultat du tirage du premier dé. Et le résultat, ou plutôt le résultat du tirage de la première variable. Et le résultat du tirage de la première variable, c'est à chaque fois un nom. D'accord? Mais la différence entre les majuscules et les minuscules, c'est que la majuscule, c'est la chose, et la minuscule, c'est la valeur que prend la chose. Donc notre densité, on a dit qu'on veut qu'elle soit uniforme sur 0,6 pour chacune des variables. Donc notre densité, elle vaut C si chacune des variables est dans le segment 0 à 6. Donc la première est dans 0 à 6, la deuxième est dans 0 à 6. Pardon, c'est pas 0 à 6, excusez-moi, c'est 1 à 6, puisqu'on est dans le... En fait, on reprend un cas qui est symétrique du cas qu'on avait avec le dé à 6 faces. En revanche, si y1 et y2 ne sont pas dans 0,6, ou plus précisément, si l'une n'appartient pas ou l'autre n'appartient pas, d'accord, alors la densité vaut 0. Oui. Pardon? Mais ça veut dire qu'on cherche, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une densité qui représente un couple de variables aléatoires uniforme. Donc a priori, C, on ne sait pas ce que c'est une constante. C'est juste que la densité, elle a partout la même valeur dans cet ensemble qui est 1, 6, 1, 6. Alors, vous voyez qu'en fait, là, on est dans un espace à 3 dimensions. On est dans un espace à 3 dimensions, j'entends, évidemment, nous sommes plongés dans un espace à 3 dimensions, ça vous avez déjà compris, mais le monde dont on parle actuellement, c'est un espace à 3 dimensions. Pourquoi c'est un espace à 3 dimensions? Parce que quand on faisait des densités de probabilité pour une variable, on avait une fonction qui nous disait, en fonction des valeurs que pouvait prendre la variable, quelle était la probabilité que la variable soit dans ce voisinage. La densité, ça nous donnait une idée de la probabilité que la variable, que les observations de la variable soient dans ce voisinage. Là, comme on a un couple aléatoire, la densité, le couple aléatoire, c'est d'abord la valeur que peut prendre la première variable, la valeur que peut prendre la deuxième variable, et puis donc la densité, il faut qu'on la figure sur une troisième dimension. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le grapheur, et alors certains m'ont déjà dit, mais quand on n'a pas de grapheur, comment on fait? Ben, d'abord, rien ne nous empêche d'avoir un grapheur. C'est-à-dire que des grapheurs, il y en a partout. J'entends, c'est pas... dès lors que vous avez un ordinateur, vous avez un grapheur. Et pour l'instant, et autant que je sache, quand vous ferez un truc en ligne, vous pourrez très bien utiliser un grapheur. Moi, je vous conseille quand même, dans la mesure où, de toute façon, on ne pourra pas contrôler que vous n'en utilisez pas. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser avant le grapheur. C'est-à-dire de vous représenter les problèmes autant que possible. Parce que, bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'aide de savoir de quoi je parle. Alors, ici c'est écrit en petit, mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est quoi? On va représenter simplement la densité dont on est en train de parler. Même si par ailleurs on ne sait pas ce que vaut C, ben, ce qu'on va dire c'est qu'on a une densité qui vaut 1 quand, alors quoi? Quand x est supérieur à 0, non, supérieur à 1, pardon,
quand x est inférieur à 6, et puis on a les mêmes conditions pour y, c'est-à-dire que y doit être supérieur à 1 et inférieur à 6. Donc là, je mets les y à la place des x dans les autres conditions. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ce que j'espère, c'est que vous verrez la tête qu'a la densité. Et ensuite, on a dit la densité au 0 dans le reste des cas. Et le reste des cas, c'est quoi? C'est option L, ce qui donne le terme logique non. Et voilà. Bon, alors là c'est pas très joli. C'est pas très joli. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est pas très joli, sauf qu'on voit le truc quand même. Alors, je sais pas dans quelle mesure vous voyez bien, mais ce qu'on voit quand même ici, ça c'est l'origine du repère. Et puis les flèches, elles désignent en fait les deux axes du repère. Donc l'axe des x qui correspond à la première variable aléatoire et l'axe des y. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on a un relief. Le relief, c'est tout simplement la région où la densité n'est pas nulle. Ailleurs, la densité est nulle. Mais pourquoi c'est pas très joli? Parce que c'est pas très bien cadré. En fait, là, on a un cadrage moins... Là, oui, en plus, ça bouge, j'ai mal de mer. Le cadrage, c'est moins 5, 5, moins 5, 5. Alors, nous, le phénomène qui nous intéresse, il est entre 1 et 6. Donc, on va un peu décaler l'axe de on va un peu décaler la caméra pour mieux voir ce qu'on essaie de voir. Donc, décalons la caméra. J'arrive pas à voir mes commandes, mais je vais les retrouver. Voilà. Limite du cadre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre moins 1, 7. Moins 1, 7, et puis moins 1, 2, et c'est bien comme ça. Bon, alors là, c'est mieux qu'avec quand même, mais il faudrait que ça arrête de bouger, parce que c'est vertigineux. Si on le met comme ça, le problème c'est qu'il y a des reflets. Donc, je ne sais pas ce qu'on voit avec les reflets. Bon, si on regarde vraiment d'au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Et si on nous demande d'arrêter de tourner. Donc si on regarde vraiment au-dessus, là on voit bien les axes. D'accord? En fait, là il y a un effet de perspective, mais l'origine du repère elle est là. D'accord? L'origine du repère elle est là. Et ce qu'on voit, c'est qu'autour de l'origine du repère, on est dans le plan de la surface sur laquelle je projette. Ça veut dire que la densité est égale à 0. Densité est égale à 0, ça veut dire si on intègre ici pour trouver une probabilité, on va trouver 0. Probabilité 0, ça veut dire qu'on n'aura jamais d'observation ici. En revanche, on a un plateau qui est tout à la même altitude, et ce plateau qui est tout à la même altitude, c'est justement la région où, comme la densité n'est pas nulle, on peut avoir des observations. Et donc la région où on peut avoir des observations, absolument sans aucune surprise, c'est pour x y compris entre 1 et 6, et pour y y compris entre 1 et 6. Alors ça n'a pas l'air, c'est bizarre en fait, moi sur mon écran c'est carré, là c'est pas très carré, je vous prie de m'excuser, mais la résolution du projecteur fait que c'est tout distordu. Donc, mais imaginez que là on va donner la 6, et là-haut on va aussi donner la 6. L'important c'est de comprendre que dès lors que y1 ou y2 dépasse 6, on revient à une densité de 0. Donc concrètement, vous me demandiez ce que vous bossez. Pour l'instant on ne sait pas, on n'a pas calculé. Mais l'idée c'est simplement qu'il y a la même densité partout sur le plateau. Il est tout à la même altitude, c'est pour ça que c'est un plateau. Et donc concrètement, il y a la même probabilité d'avoir des points dans ce voisinage-là, qui va être quelque chose du genre le premier tirage vaut 2,5, le deuxième tirage vaut 2, que dans ce voisinage-là, qui est le premier tirage vaut 5,5, le deuxième tirage vaut 1,2, que tout en haut, là-haut, en gros, où qu'on soit dans 1,6 croix 1,6, on a une densité équivalente. Et en fait, tout l'intérêt de ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on va essayer de calculer la valeur du paramètre C pour que notre fonction soit bien une densité. Voilà. Bon, et puis ensuite, après on verra d'autres densités, celle-là elle est caricaturalement facile, puisque comme la densité est la même partout, c'est très facile à la fois de se représenter ce que c'est qu'un plateau qui dépasse de la plaine, représenté par... en gros, la plaine, c'est le plan, dont l'axe des abscisses, c'est le tirage du premier dé, l'axe des ordonnées, c'est le tirage du deuxième dé. Donc, juste au passage, ce qui est fascinant, enfin pour moi un truc fascinant dans les programmes, c'est l'idée qu'on puisse tout à fait imaginer un espace complètement infini et se dire, ben voilà, on envisage tous les tirages possibles
y compris, on peut très bien assigner une densité à l'événement plus l'infini, plus l'infini. Bon, on sait que la densité c'est 0, donc ça n'arrive jamais. Mais c'est pas parce que ça n'arrive jamais qu'on ne peut pas le penser. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, par exemple, une des preuves de l'existence de Dieu dans cette honorable maison, enfin dans la maison d'en face, parce que c'est la Sorbonne qui était la faculté de théologie, donc vous savez, ici c'est la faculté de droit. Et donc dans la faculté de théologie, une des preuves de l'existence de Dieu au XIIe siècle, c'était, vous n'avez jamais vu une chose infinie, et pourtant vous arrivez à concevoir l'infini, et il n'y a qu'une seule chose qui soit, il n'y a qu'un seul être qui soit infini, c'est Dieu. Si vous arrivez à concevoir l'infini, c'est que Dieu est dans votre esprit. Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'arrive très bien à concevoir ce que c'est que l'infini, même si par ailleurs je sais que ça n'entrera jamais dans ma vie. Du coup, ça ne pose aucun problème de dire l'infini, probabilité égale 0. Voilà. Bon. Et donc, alors, on peut penser que ça c'est de la philosophie, c'est pas des probas. Mais en fait, les questions de probas et les questions de stats, on est tout de suite du côté de la philosophie, de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on ne peut pas connaître. Alors, je vous ai quand même raconté depuis le début, on fait des hypothèses sur la réalité, et puis on regarde si ces hypothèses, elles sont probables ou pas probables. Et le but de tout cet exercice, c'est pas juste des exercices abstraits et formels. Le but de cet exercice, c'est effectivement d'être capable d'avoir des idées sur le monde extérieur. Donc, en l'occurrence, on peut concevoir l'idée d'infini et considérer que l'idée d'infini, elle a une probabilité de 0 dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une preuve de l'existence de Dieu, on va en trouver une. Il faudra en trouver d'autres. Voilà, on s'est dit, voilà, là on a une fonction qui est candidate pour être une densité jointe, mais pour que ce soit effectivement une densité, il faut que la fonction elle remplisse deux propriétés. Alors en fait, il y a une troisième propriété qu'il faut qu'elle soit presque partout continue. Mais typiquement, la différence entre un vrai enseignement de maths rigoureux et ce que je vais vous raconter, c'est que moi, il y a un moment où j'abandonne la rigueur dans les fondements mathématiques. Parce que je pense que ce serait rébarbatif et donc pas productif. Ce que j'essaie de vous livrer, c'est ce que moi je comprends, c'est-à-dire ce qui est opératoire, comment dire, pour les honnêtes gens. Voilà. Et puis, après, si vous devenez statisticien ou philosophe ou épistémologue, oui, tant mieux. Vous irez plus loin et j'aurai réussi ma mission qui est de vous mettre sur le chemin. Oui. Pardon, excusez-moi, vous avez raison, je me suis encore trompé, c'est 1 et 6. En fait, concrètement, là, la densité est nulle. Je vais fermer la porte parce que je vous entends mal. La densité est nulle, soit quand la première variable est en dehors de l'intervalle 36, soit quand la deuxième variable est en dehors de l'intervalle 36, soit quand les deux sont en dehors. Donc c'est l'une ou l'autre, ou les deux. De toute façon, on va y revenir parce qu'on verra que on va être obligé de se demander, justement, on va être obligé de préciser cette condition dans pas très longtemps. Alors, on a deux conditions à remplir pour que la fonction soit une densité, soit effectivement une densité. Et là, on s'est dit que c'était une densité si elle était comme ça, mais je vais plutôt dire c'est la densité jointe d'un couple aléatoire, d'un couple uniforme si elle est comme ça, et si la première condition, c'est qu'en fait, la fonction doit être non négative. La densité doit être non négative. C'est-à-dire, quel que soit y1 et y2 dans R2, on doit avoir f y1, y2 de y1, y2 supérieur ou égal à 0. Pourquoi est-ce qu'on a cette condition? C'est supérieur ou égal. Pourquoi est-ce qu'on a cette condition? Tout simplement parce qu'on exige que les probabilités soient positives. La probabilité négative, ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1, parce que 0, ça veut dire qu'on est sûr que ça n'arrive pas, 1, ça veut dire qu'on est sûr que ça arrive. D'accord? Et donc, de fait, il n'y a pas de probabilité négative, il n'y a pas de probabilité plus grande que 1, c'est pas possible. D'ailleurs, si au terme du calcul, vous arrivez à une probabilité négative ou une probabilité plus grande que 1, c'est que vous êtes trompé. Et donc, typiquement, ça a du sens de mettre un joker, un astérisque, à ce que vous voulez, pour dire « Ah, si j'ai une probabilité négative, c'est que j'ai dû me tromper ». Il vaut mieux reconnaître qu'on s'est trompé, enfin, en tout cas,
surtout dans un contexte de statistique. Moi, je pense que c'est toujours, mais surtout dans un contexte de statistique, parce que si vous ne reconnaissez pas que vous vous êtes trompé, vous ne pouvez jamais trouver la solution. Voilà. Bon, alors après, vous pouvez faire de la politique, mais c'est une autre affaire. Donc, première condition, on veut que la densité soit non négative, puisque comme c'est la densité qui nous donne la probabilité en intégrant la densité, évidemment, si on intégrait une fonction négative, on pourrait avoir des résultats négatifs, et les probabilités négatives, ça n'existe pas, donc comme on veut des probabilités positives, on veut une densité positive. Ça va être relativement simple à montrer. La deuxième condition, elle va être un peu moins facile à montrer, c'est qu'on veut en fait, on veut avoir une certitude, a priori on n'en a qu'une seule, c'est tout simplement que la masse totale de probabilité qu'on a et que peut nous produire la densité d'une certaine manière, donc l'intégrale de la fonction densité dy1, dy2, tout ça, ça doit être 1. L'interprétation de cette condition paraît un peu étrange, enfin, ça peut paraître dur, ça peut paraître une écriture lourde, mais en fait, bon, c'est une question d'habitude, hein. C'est toujours pareil, il y a des choses qu'on n'a jamais vues nous étonnent, et puis après, nous étonnent plus. Donc bientôt, vous calculerez les intégrales doubles comme vous rigolez, c'est-à-dire souvent, j'espère. Et donc là, on dit simplement, souvenez-vous, quand vous intégrez la fonction densité, ça vous donne une probabilité. Et quand vous intégrez la fonction densité sur un intervalle, ça vous donne la probabilité que la variable soit dans cet intervalle. Donc là, on dit l'intégrale sur tout R, de l'intégrale sur tout R, de la densité jointe. Donc concrètement, et on dit que ça c'est égal à 1. Donc, puisque c'est une probabilité égale à 1, ça veut dire je suis sûr. Et je suis sûr de quoi? Je suis sûr que la première variable dy1, la première variable, elle est relative à l'intégrale, à cette intégrale-là. Donc la première variable, elle est comprise entre moins l'infini et plus l'infini. La deuxième variable, qui est relative à cette intégrale-là, elle est comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Donc j'ai une certitude, c'est que chacune des deux variables aléatoires est comprise dans R. Alors c'est modeste comme certitude, mais en fait c'est pas absolument nul. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de valeur imaginaire pure qui se promène là-dedans. Il n'y a pas des nombres complexes avec une partie imaginaire, même pour être plus précis. Donc je parle bien de variables aléatoires réelles. Voilà. Alors ça, c'est les conditions que la fonction doit remplir pour être une densité. Maintenant, est-ce que... Et évidemment, en fait, on va vérifier ces deux conditions, et ça va nous amener à déterminer C, de sorte, monsieur, que vous aurez la réponse à votre question, qui est que vos C, et nous le saurons bientôt. Au terme d'un suspense insoutenable, naturellement. Alors, première condition. La première condition, on a donc dit, quel que soit y1, y2, on veut que fxy, pardon, fy1, y2, y1, y2 soit positif. Bah, là, on va se demander, on prend un couple y1, y2 quelconque dans R, le premier, dans R le deuxième, donc R3, R, c'est R2, et puis quoi? Et puis, fy1, y2, de y1, y2, il y a deux possibilités. Soit ça vaut C, si y1 et y2, vous allez vous dire que je me répète. Et donc, le radotage, c'est le début de la fin. Mais pas tout à fait, parce qu'en fait, ici, on va l'utiliser pour répondre à la question. Et c'est 0 sinon. Bon alors, la bonne nouvelle, c'est que 0, c'est supérieur à 0. Donc là, ça remplit la condition. Et ça, c'est supérieur à 0 si, tout simplement, si C est positif. D'accord? Si vous préférez, si C appartient à R+. Donc en fait, si C est positif, alors fy1, y2 est non négative. Bon, alors ça paraît pas d'une grande difficulté, mais en fait, vous allez voir, c'est toujours pareil, les stats, c'est que des trucs super simples. Oui. Ah pardon, excusez-moi, je me suis encore trompé, c'est pas R2, c'est un 6, vous avez raison. C'est un 6 au carré. Merci. C'est tout à fait juste. Mais donc, quand ils sont dans un 6, ça vaut C. Pour que C soit positif, il suffit que C soit positif. Autrement dit, quand C est positif, la fonction est non négative. Donc on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. En fait, c'est juste un moyen de
vous répétez 36 fois, il faut que les densités soient positives pour avoir des probabilités positives. Alors ça c'était la condition facile, on sait maintenant que C doit être positif. La condition un peu moins facile, c'est celle qui nous dit que l'intégrale de moins infini à plus infini, vous n'avez pas fini de copier, c'est ça? Cela dit, c'est pas la peine de copier puisque transparence sont disponibles. Donc la condition un peu moins facile, j'avais pas pensé en fait au fait que l'une des difficultés avec ça, avec cette manière de faire, c'est qu'il n'y a pas 3 tableaux, donc je ne peux pas effacer un tableau et écrire sur l'autre. Enfin, plutôt laisser un tableau et puis écrire sur un autre. Donc je vais vous laisser arriver. Donc, ça, c'est pas une condition difficile, puisque ça revient simplement à dire que le paramètre est positif. Et puis c'était pas difficile à montrer. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la deuxième condition, surtout que si vous n'êtes pas habitué du calcul intégral, quand vous voyez arriver une intégrale double, vous dites ça y est, je suis le savant fou qu'on voit dans tous les films. Le savant fou, vous allez voir qu'en fait, le savant fou, c'est pas un métier plus difficile qu'un autre. Oui. Pour dire que C était positif, vous avez dit quoi? Pour dire que C était positif, j'ai simplement dit qu'il fallait, on veut que la fonction soit non négative. Alors la valeur de la fonction, quand y1 et y2 sont dans 1,6, c'est C. Donc pour que C soit non négatif, il faut que C soit positif. Donc concrètement, quand C est positif, alors la fonction est non négative. Mais comment on sait que C est positif? Non mais parce qu'on décide. Il faut que vous compreniez que maintenant, c'est fini, on ne vous donne plus les probabilités, il faut prendre des décisions. Et donc, de fait, on décide que C est positif, parce que si C n'est pas positif, ce ne sera pas une densité. Voilà. Et là, alors maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va chercher à déterminer un peu plus précisément les choses. De fait, de montrer que cette intégrale va être égale à 1, ça va nous conduire à déterminer la valeur précise de C. Alors cette intégrale, on va l'appeler I parce que elle est quand même... Enfin, on va avoir du mal à la faire tenir sur une ligne. Donc, pour ne pas commettre l'hérésie qui est de démarrer une ligne par le signe égal, parce que si vous démarrez une ligne par le signe égal, c'est exactement comme de poser la question quelle est la probabilité de 48. Ça ne veut rien dire. Parce que si vous démarrez une ligne par la ligne égale, ça veut dire rien est égal à quelque chose. Enfin, à moins que vous mettiez rien de l'autre côté, mais si, bon, ça peut... Sur une copie, c'est difficile d'avoir que des signes égaux avec rien. Mais en revanche, dans son blague, si vous démarrez une ligne avec le signe égal, ça veut dire concrètement, à gauche du signe égal, il n'y a rien, à droite, il y a quelque chose, donc vous êtes en train d'écrire il y a quelque chose. C'est dommage. D'accord? C'est dommage d'écrire des abris pareils. Voilà. Donc ne le faites pas. Et quand vous avez besoin d'enchaîner dans un calcul, parce que ça ne tient plus sur une page, sur une ligne, sur je ne sais pas quoi, la quantité que vous êtes en train de calculer, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Alors par exemple, pour une intégrale, l'appeler I, ça ne paraît pas absolument tiré par les cheveux. Mais après tout, si vous avez envie de l'appeler LF ou vous êtes B48, c'est votre choix. Hein. Là encore, c'est comme de dire C supérieur à 0, personne ne vous en voudra. Bon, si vous l'appelez le prendre qui n'est pas garanti, je vais peut-être le prendre contre moi. Mais à part ça, c'est votre liberté créatrice. Bon, alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ce truc? En fait, ce qu'on va faire avec ce truc, c'est qu'on se souvient quand même que cette fonction, elle est nulle sur plein de parties de R. Plus précisément, la seule partie de R sur laquelle elle n'est pas nulle, vous vous souvenez, c'est entre 1 et 6. J'essaie de ne pas me tromper, mais c'est bien entre 1 et 6. Quand à la fois y1 et y2 sont entre 1 et 6, la fonction est C. Et donc à ce moment-là, on a une partie de l'intégrale. Cette partie de l'intégrale, c'est sur le segment 1,6 au carré, sur le fermé 1,6 au carré, la fonction vaut C. Et partout ailleurs, elle vaut 0. Alors pourquoi on fait cette distinction? Parce que de manière évidente, quand on va intégrer 0, on va trouver 0. Donc, on est content de pouvoir mettre de côté toutes les parties de R au carré où la fonction va valoir 0. Parce que ce sera des intégrales qui seront nulles, faciles à calculer. Alors, question, c'est quoi ces parties de R où l'intégrale vaut 0? On l'a dit, en fait. Si on considère, par exemple, le cas où y2 est compris entre moins l'infini et 1. On sait que quand y2 est entre moins l'infini et 1, quelle que soit la valeur de y1,
la fonction vaut 0. Donc puisque c'est quelle que soit la valeur de y1, bah, on prend toutes les valeurs possibles de y1, et là on intègre 0, dy1, dy2. D'accord? Alors au passage, la grosse intégrale qu'on a écrite là, on dit la grosse intégrale en donc elle vaille 1, vous pouvez très bien écrire la même intégrale avec dy2, dy1 si ça vous fait plaisir. D'accord? Et calculer en échangeant l'ordre des variables. Mais vous pouvez calculer en échangeant l'ordre des variables au début. Il ne faut pas échanger l'ordre des variables tout le temps. Parce que sinon, vous allez vous envoyer les pinceaux. Mais quand on dit la condition, c'est qu'il faut que l'intégrale de la fonction soit égale à 1. Ça peut être l'intégrale de la fonction dy1, dy2, ça peut être l'intégrale de la fonction dy2, dy1, ça donne le même. C'est simplement, vous faites l'intégration, pas dans le même ordre. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand y2 varie entre moins l'infini et 1, ben, quelle que soit la valeur de y1, la fonction est nulle, puisque c'est ce qu'on a écrit. De la même manière, parce que c'est le cas symétrique, c'est là que ça se passe, si y2 est compris entre 6 et plus l'infini, quelles que soient les valeurs de y1, ben, la fonction vaut encore 0. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que ben, là, on a déjà pris des énormes parties de R au carré, puisque on a le petit carré 1, 6, 1, 6, qui était celui dont on a vu là, qui se détachait de la nappe, d'accord, quand on regardait la densité. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, mais il doit exister quelque part. Ça, on l'a vu. Ensuite, il faut qu'on décrive tout le reste du plan. Et on a été en vitesse, puisqu'on a d'abord pris moins l'infini 1 avec toutes les valeurs possibles de y1, ensuite 6 plus l'infini pour y2 avec toutes les valeurs possibles de y1. Il reste quand même les cas qu'on a oubliés pour l'instant. Il reste les cas où y2 serait compris entre 1 et 6, et où ce serait quand même négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, y1 va être compris entre moins l'infini et 1, par exemple. Et enfin, le cas où y2 est encore entre 1 et 6, mais cette fois-ci, y1 est compris entre 6 et plus l'infini. Alors là, en général, la question qu'on me pose, c'est « Mais monsieur, il a besoin de faire ça dans les interros ?» Non. Non, dans les interros, il suffit que vous passiez de la première ligne à la suite, et tout va bien. Ça, je vous le dis simplement pour vous expliquer comment on fait le calcul. Simplement, pour pas que vous disiez que c'est un tour de passe-passe et qu'on est parti d'une intégrale sur R au carré, et puis je garde juste l'intégrale de 1 à 6. C'est quand même étrange. On part avec une intégrale infinie, et puis on décide de dégager pratiquement tout, et on garde juste un tout petit bout de R2. La raison pour laquelle on dégage tout, c'est parce que partout, comme la fonction intégrée est nulle, ben en fait l'intégrale va valoir 0. Parce que bien sûr que quand on intègre une fonction nulle, ben ça nous donne 0. D'accord? Et donc tout ça, poubelle. Oui. Est-ce que c'est possible, quand on dit par exemple la fonction est égale à C si c'est compris entre 1 et 6, oui. Et faut mettre sinon c'est égal à 1, en petit a, ou une fonction autre. Ben alors, vous voulez dire, est-ce que c'est possible d'avoir une fonction qui serait... est-ce que c'est possible d'avoir une densité qui serait quelque chose sur tout R2? Alors, ça va rapidement poser un problème, quand même, parce que l'idée d'avoir une... Enfin bon... En gros, ça consisterait à dire qu'il y a une probabilité égale d'avoir n'importe quelle valeur entre le moins infini et plus l'infini. Là, on ne fait plus des probas, hein. D'accord, on fait de la métaphysique. C'est-à-dire que, autant l'idée qu'on ait des valeurs possibles entre moins l'infini et plus l'infini, mais en gros, quand on va vers l'infini, ça commence à devenir pas très possible. Parce que sinon, ça va faire quand même beaucoup de possibilités. Autant si vous dites tout est possible avec la même probabilité, en fait, vous dites pas grand-chose. Je veux dire, c'est un peu de la métaphysique que je fais, mais c'est plus la peine de faire des calculs. Si tout est possible avec la même probabilité, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à dire. C'est-à-dire tout est possible avec la même probabilité, d'accord. Je vois pas je vois ni une représentation d'un phénomène réel, ni un théorème
qui partirait de cette idée qu'on a une loi uniforme sur R. Voilà. Alors après, il y a peut-être des belles thèses à écrire, hein, mais je ne vois pas bien l'application, et je ne vois pas bien l'application concrète. Donc, alors, après, on peut très bien imaginer qu'on ait une partie de R qui ne soit pas R tout entier, sur laquelle la proba est uniforme, enfin la densité est uniforme et vaut C, et puis une autre partie de R sur laquelle on a encore une densité uniforme et qui vaut D. Le problème, c'est qu'alors, si on essaye de déterminer C et D, concrètement, on va avoir une seule équation avec deux inconnus, et ça ne marche pas. Donc pour déterminer C et D, il faudra qu'on fasse autre chose. Et croyez-moi, ça va être assez compliqué de déterminer empiriquement les valeurs des paramètres d'une loi comme ça. Vous verrez, on va estimer les valeurs des paramètres des bornes de l'uniforme quand on fera du maximum de vraisemblance, c'est déjà pas très simple. Avec un machin comme ça, bimodal, je ne vois pas très bien. Mais bon. Enfin, non, c'est pas impossible, mais en troisième année, il faut en laisser un peu pour la suite. Voilà, alors là, on va juste en laisser pour la page suivante. Ce qu'on a laissé pour la page suivante, c'est juste que, en fait, on a considérablement simplifié notre intégrale, puisque notre intégrale, qui était l'intégrale de mon infini à l'intégrale de mon infini à plus l'infini, de fy1, y2, de y1, y2, dy1, dy2, on l'a dit, ben en fait, une fois qu'on se débarrasse de toutes les parties de R qui sont nulles, enfin sur lesquelles la fonction est nulle, c'est pas les parties de R qui sont nulles, il nous reste juste l'intégrale de 1 à 6, de l'intégrale de 1 à 6, de C, dy1, dy2. Bon, souvenez-vous, ce qu'on veut montrer, c'est que ce truc-là, c'est égal à 1. Mais avant de montrer que c'est égal à 1, il faut qu'on le calcule. Et pour le calculer, ben, on ne va rien inventer, on va faire ce qu'on sait faire. Et on va commencer par calculer cette intégrale, celle sous laquelle j'ai mis une accolade. On va calculer l'intégrale de 1 à 6 de C dy1. Et puis quand on l'aura calculé, ce qu'on fera, c'est qu'on remplacera cette intégrale par la valeur qu'on a trouvée. Et que ça nous permettra de calculer l'autre intégrale, enfin, l'intégrale à l'intérieur de laquelle est celle-là. Bon, et à partir du moment où vous avez compris ça, ben, vous savez calculer des intégrales multiples. Alors pas des intégrales infinies, d'accord, mais enfin une infinité d'intégrales. On peut imaginer une infinité d'intégrales. Hein. Mais là encore, je ne vois pas l'application. En revanche, effectivement, des intégrales triples pour calculer les volumes en dimension 4, pourquoi pas. Bon, alors, oui, pardon. Donc, pour calculer cette intégrale, vous savez en fait que, vous vous souvenez que, de manière générale, l'intégrale sur AB de f de x dx, c'est en fait f de b moins f de a, et vous connaissez là les bornes de l'intégrale, d'accord, où grand F est une primitive de petit f. Bon, on écrit aussi conventionnellement ce grand F de b ou grand F de a, on écrit aussi grand F de x entre a et b. Alors ceci pour dire que, en fait, pour calculer cette intégrale, on va avoir besoin d'une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer. Et la fonction qu'on cherche à intégrer, comme c'est C, ça ne va pas être très compliqué de trouver une primitive d'une constante. Mais de fait, on doit quand même trouver une primitive pour pouvoir calculer l'intégrale. Et comment est-ce qu'on trouve cette primitive? Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que si je dérive y1, je vais trouver 1. Si je dérive y1 par rapport à y1, bien sûr. En fait, quand vous dérivez une variable par rapport à elle-même, vous trouvez 1. Mais on ne cherche pas une primitive de 1, on cherche une primitive de C. Et donc, si ce qu'on veut, c'est multiplier par C à gauche, enfin à droite plutôt d'ailleurs, pardon, il faut aussi multiplier par C de l'autre côté. Donc, l'autre côté de la droite, c'est à gauche. Et donc, de fait, une primitive, c'est C, Y1. Donc là, on est pareil pour faire notre calcul. En effet, donc notre intégrale de 1 à 6 de CY1, pardon, pas de CY1, notre intégrale de 1 à 6 de C dy1, c'est donc CY1 pris entre 1 et 6. Et CY1 pris entre 1 et 6,
Ben, on l'a dit, c'est la différence entre les valeurs au bord de la fonction. Donc c'est CY1 pour Y1 égale 6, moins CY1 pour Y1 égale 1. Autrement dit, c'est C, facteur de 6 moins 1, donc si vous préférez, c'est 5C. Donc puisqu'on a démontré que l'intégrale de 1 à 6 de C dy1 c'était égal à 5C, on peut remplacer. On peut remplacer dans la grosse intégrale qu'on a appelée I, vous vous souvenez, et ça nous donne donc I qui était égal à l'intégrale de 1 à 6, de l'intégrale de 1 à 6 à vos souhaits, de C dy1 dy2, c'est en fait égal à l'intégrale de 1 à 6 de 5C dy2. J'ai remplacé cette intégrale-là par 5C. Bon, alors au passage, la recherche de la primitive, ça va quand même pas être absolument épuisant. Hein, parce que on avait trouvé CY1 comme primitive de C, ben là on va trouver 5CY2 comme primitive de 5C. Page suivante. Donc on cherche maintenant à calculer l'intégrale de 1 à 6 de 5C dy2, pardon. Et on a besoin d'une primitive. Une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer, bien sûr. Donc de 5C dy2. Je vais mettre le dy2 entre parenthèses parce que concrètement, on cherche une primitive de 5C, mais sachant qu'on intègre par rapport à y2. Bon, et évidemment, 5C y2, quand on dérive par rapport à y2, ça nous donne 5C. Donc notre intégrale de 1 à 6 de 5C dy2, c'est le crochet, avec dans le crochet la primitive qu'on a calculée de la fonction qu'on cherchait à intégrer, et les mêmes bornes. Et la valeur de ce crochet, ben, c'est la valeur de la fonction aux bornes, donc à la borne supérieure, y2 égale 6, moins la valeur de la fonction à la borne inférieure, y2 égale 1. Autrement dit, c'est 5C facteur de 6 moins 1, donc c'est 5 fois 5C, donc c'est 25C. Donc c'est formidable parce qu'on a fini notre calcul. Donc ça y est, on a calculé les intégrales doubles, maintenant on peut aller dans les films, faire les savants fous, et calculer les intégrales doubles sur les tableaux de la craie. Bon, mais alors, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Oui. Deux pages avant? Ouais. Question? Oui, pardon. Oui. Alors, oui, bien sûr. D'abord, de toute façon, dans le cas d'une loi uniforme, on sait que la densité, elle est uniforme, comme son nom l'indique. Là où elle n'est pas nulle, elle a une valeur uniforme. Donc, bon, donc de fait, ce calcul, il décrit une loi jointe uniforme. Enfin, une densité jointe uniforme. Après, le type de calcul est toujours le même. C'est-à-dire que quand vous avez un paramètre à évaluer, vous allez l'évaluer en posant que, en gros, l'intégrale de la densité, c'est 1. Ça vous permettra toujours d'estimer un paramètre si vous avez un paramètre dans votre densité. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le C à partir de la loi de densité, c'est égal à B-1 au carré? Pardon? B-A au carré. Est-ce qu'on peut déduire une... Que c'est 1 sur B-A? Non, oui. B-A au carré. 6 moins 1 au carré. Est-ce que du coup, ça sera toujours... C, c'est 1 sur B-A au carré, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que... Oui, mais... Voilà, oui, alors ça c'est une interprétation graphique, effectivement. Enfin, géométrique. Oui.
Oui. Je comprends pas, avant la fonction de densité c'était C, Oui. et maintenant vous intégrez C fois Y1. Non, attendez. Vous voulez dire quand on passe au crochet? Oui, même avant, enfin, c'est. Ben non, pas avant. Avant, c'est C, D, Y1. C'est un C fois Y1. Non, c'est un D. Il y a C, D, Y1. Dans une intégrale, il y a toujours ce qu'on appelle une intégrande. D'accord? Ça, c'est une intégrande. D'accord? L'intégrande, c'est un D. Enfin, l'intégrande, en fait, c'est Y2. Et quand on met D, le nom de l'intégrande, c'est pour indiquer quelle est la variable qui varie entre les bornes. Donc, mais ça n'a aucune valeur. C'est juste un signe typographique pour dire la variable qui varie, c'est Y2. Et dans le crochet, on met toujours la primitive, une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer. C'est pour ça que mon C est devenu CY1. Alors, oui, pardon, du coup, je ne sais plus où j'en suis, mais on va s'y retrouver. Oui, voilà. On a trouvé donc, que notre intégrale valait 25C. Donc, je peux réécrire que, en fait, notre intégrale qui était I, c'était donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de f, y1, y2, de y1, y2, dy2, pardon, c'était dy1, dy2, de toute façon, ça revient au même. Ça, on a dit qu'en fait, c'était 25C. Or, ce qu'on sait, c'est que f, y1, y2, alors, pas pour une valeur particulière, mais la fonction f(y1, y2), la fonction f(y1, y2), hein, on sait que c'est une densité. Si I égale 1 et C est supérieur à 0. En fait, puisqu'il faut les deux conditions, vous vous souvenez, la première condition vous avez donné, enfin, le fait que la densité soit non négative, ça nous avait donné C supérieur à 0. I égale 1, on va appeler ça 1, on va appeler ça 2, puisqu'on a deux conditions. La condition 1, c'est en fait I égale 25C égale 1, autrement dit, C égale à 1 sur 25. Donc comme vous le proposiez, effectivement, 1 sur V moins 1. Bon. Donc, en fait, si C égale 1 sur 25, évidemment C est positif, ça implique 2. Et donc en gros, si on prend C égale à 25e, ben, on respecte les deux conditions. Donc on va aller mettre ça, on va aller mettre ce cri de triomphe sur une nouvelle page. D'accord? C'est-à-dire que si C égale 1 sur 25, alors, premièrement, fy1, y2 est non négative. Et deuxièmement, l'intégrale de fy1, y2, de y1, y2, dy1, dy2 est égale à 1. Et donc en fait, ces deux conditions, la satisfaction de ces deux conditions, ça fait que fy1, y2 est une densité de probabilité. Oui? Pardon? Oui. Oui, bien sûr. Oui, je copie tout ça en PDF et je le mets sur le site. Hein. Non, je ne vais pas garder pour moi. La raison pour laquelle je fais toute cette gymnastique avec ce machin, c'est justement pour qu'il vous en reste quelque chose. Alors c'est très mal écrit, hein, c'est le problème, mais c'est très difficile d'écrire bien avec ce truc. Bon, mais et donc, non, et puis en plus, je pense que je serai à votre place, je noterai quand même, parce que je pense que c'est comme ça que ça rentre dans la tête. Après, je vous norme absolument pas, chacun fait comme il le souhaite. Mais en tout cas, là, c'est bon, enfin, du point de vue qui est le nôtre, il est certain qu'en rentrant à la maison, je mettrai ça sur le site. Oui. Voilà. Et de même que je mettrai la magnifique vidéo qui est en train d'être filmée sur YouTube. Ce sera certainement encore un blockbuster qui va valoir des millions de vues et que je vais pouvoir monétiser. Bon. N'empêche que moi je suis ému parce que, à défaut de millions de vues, c'était probablement pour beaucoup d'entre vous la première intégrale double et pas la dernière. Bon, alors.
Ok, on a défini donc, dans quelles conditions on avait une variable uniforme, bivariée. Et donc c'est un peu comme si, alors, vous vous souvenez, en fait, on est parti de la métaphore je jette 2 dés. Et donc je jette 2 dés, ça nous donnait une chance sur 36 d'avoir chacune des combinaisons. Là, en fait, l'idée c'est qu'on a bien une densité 1 sur 25 dans le carré 1,6 croix 1,6. Bon, et la question suivante, ça va être comment est-ce qu'on récupère les densités marginales à partir de la densité jointe. Vous vous souvenez, ce qu'on avait dit, c'était que dans le cas discret, qu'est-ce qu'on avait dans le cas discret? Ici, on avait le premier dé qui était égal à 1. Ici, on avait le deuxième dé qui était égal à 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, on avait la valeur marginale de x1. Et donc, la probabilité d'avoir 1 avec le deuxième dé quand le premier dé est égal à 1, c'était un sixième. Ici, pardon, un 36e. La probabilité d'avoir 2 avec le deuxième dé quand le premier dé était égal à 1, c'était un 36e. Et puis en fait, on avait toujours un 36e. Et donc, la loi marginale, c'était quoi? Ben, c'était un sixième, qui était en fait un 36e plus un 36e 6 fois. Ou si vous préférez, la probabilité que x1 soit égal à 1, c'était la somme pour j égale 1 à 6 de la probabilité de x1 est égal à 1 inter x2 était égal à j. J'écris ça parce que c'est plus simple que d'écrire les 6 probas, d'accord? x1 est égal à 1 et x2 est égal à 1, x1 est égal à 1 et x2 est égal à 2, x1 est égal à 1 et x2 est égal à 3, x1 est égal à 1 et x2 est égal à 4. En fait, c'est un truc tout con, mais c'est là qu'on voit bien que quand on parle de proba, on parle de fréquence. Parce que si on s'intéresse à la répartition des couleurs d'yeux et des couleurs de cheveux dans la salle, pourquoi pas, bah, on peut exactement de la même manière avoir ici les yeux, d'accord, et ici les cheveux. Et donc les cheveux, on va avoir des cheveux rouges, des cheveux blancs, des pas de cheveux, etc. Et puis ici les yeux rouges, les pas de yeux, enfin bon, et puis après il y a peut-être des couleurs un peu plus standards. Mais là par exemple, les gens qui ont les cheveux rouges et les yeux rouges, ben, en fait je crois qu'il n'y en a pas dans mon film. Et après, je ne discrimine personne. Hein. S'il y en a, tant mieux, je suis très heureux pour eux, je trouve que c'est formidable. Et je suis très bien avec les miens de cheveux, si j'en ai pas beaucoup. Bon, bref. Pourquoi je vous donne cet exemple stupide? Parce que je pense qu'il est, en fait, il est super mnémotechnique. Parce que autant la variable x1 et la variable x2, c'est pas impossible que dans 6 mois vous ayez oublié. Autant, je pense que vous n'oublierez jamais le fait que tous les gens qui ont les cheveux rouges, eh ben, c'est ceux qui ont les cheveux rouges et les yeux bleus, ceux qui ont les cheveux rouges et les yeux verts, ceux qui ont les cheveux rouges et les yeux marrons, ceux qui ont les cheveux rouges et les yeux jaunes, ceux qui ont les cheveux rouges et pas de yeux du tout, d'accord? Et ainsi de suite. Et bien exactement de la même manière, on vient de dire, la probabilité de faire 1 avec le premier dé, c'est vous faites 1 avec le premier dé, et 1 avec le deuxième dé, mais aussi vous pouvez faire 1 avec le premier dé et 2 avec le deuxième dé. Vous pouvez aussi faire 1 avec le premier dé et 3 avec le deuxième dé. Vous pouvez faire 1 avec le premier dé et 4 avec le deuxième dé. Vous pouvez d'ailleurs faire 1 avec le premier dé et 1 744 243 2012 avec le deuxième dé. Ça n'arrive jamais. Mais c'est pas grave, ça vous fait une probabilité égale 0. Alors, si on ne veut pas écrire tous les trucs qui servent à rien, on se contentera d'écrire, comme on le fait ici, donc la proba de tirer 1 avec le premier dé, c'est 1 avec le premier dé et 1 avec le deuxième, ça fait un 36e, 1 avec le premier et 2 avec le deuxième, un 36e, 1 avec le premier, 3 avec le deuxième, un 36e, 1, 4, un 36e, 1, 5, un 36e, 1, 6, un 36e, 1, 3 milliards, 0.
Mais au total, on a 6 fois un 36e, 6 fois un 36e, ça nous fait un 6e, et c'est bien la probable tirée x égale 2. Et donc de la même manière, donc si je reviens à mes considérations racistes sur les couleurs de cheveux et de yeux, ben, si vous voulez avoir tous les gens qui ont les yeux bleus, il faut prendre les blonds aux yeux bleus, ou les blonds aux yeux bleus, enfin, tous ceux qui ont les cheveux blonds et les yeux bleus, les roux aux yeux bleus, les marrons aux yeux bleus, les blancs aux yeux bleus, les noirs beaucoup de cheveux aux yeux bleus, les blancs plus, etc. En fait, si vous voulez avoir tous les gens qui ont les yeux bleus, il faut prendre toutes les couleurs de cheveux avec les yeux bleus. Alors pourquoi j'insiste lourdement là-dessus? Parce que maintenant, quand on va faire des probabilités continues, on sait qu'on a un instrument, c'est une densité jointe. Comment est-ce qu'on va trouver une densité marginale à partir de la densité jointe? Eh bien, on va écrire que la densité marginale, par exemple, la densité marginale pour y1, donc c'est une fonction à une seule variable, c'est une fonction de y1, ça va être l'intégrale de la densité jointe. Quand je dis ça va être l'intégrale de la densité jointe, en fait, c'est strictement analogue de ce qu'on fait là, parce que là, concrètement, on fait une somme qui n'est pas une somme intégrale, dans la mesure où on est en discret. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le S, l'espèce de grand machin intégral, c'est un S. Donc c'est un S qui désigne une somme quand même. C'est une somme en continu, mais ça reste une somme. Mais vous voyez, là ce qu'on fait, c'est que quand on veut la loi de probabilité du premier D, ben, en fait on somme la loi jointe en faisant varier les valeurs du deuxième D. Ben, on va faire exactement la même chose en continu, c'est-à-dire on prend la loi jointe et on fait varier les valeurs possibles du deuxième D, alors que c'est bien la loi de probabilité du premier qu'on veut. Mais toujours pour la même raison. C'est-à-dire que si vous voulez trouver tous les gens qui ont les yeux bleus, ben, il faut prendre les gens qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds, les gens qui ont les yeux bleus et les cheveux marrons, les gens qui ont les cheveux bleus et les cheveux noirs, les gens qui ont les yeux bleus et pas de cheveux. Et donc vous voyez que c'est pas que je me suis trompé, comme j'ai reçu 1 milliard de mails pour le dire, non, c'est volontaire. C'est que, de fait, la loi de probabilité du premier D, donc la première variable, on l'obtient en intégrant la loi jointe sur la deuxième variable. De la même manière évidente qu'on trouve tous les gens qui ont les yeux bleus, en prenant les gens qui ont les yeux bleus avec toutes les couleurs de cheveux. Voilà. Bon. Et donc, ben, voilà. Alors, de la même manière, si on veut la densité marginale pour la deuxième variable, il va falloir intégrer la densité jointe, cette fois-ci, sur la première. Au passage, on peut très bien imaginer qu'on ait une densité jointe pour 1 milliard de variables, et donc vous savez que si vous voulez la densité marginale pour une des variables, il suffit d'intégrer, d'avoir une intégrale multiple pour les 999 999 999 autres. Bon, évidemment, ça a l'air un peu fastidieux à faire à la main, et ce sera pas, on ne vous demandera pas ça en temps limité, hein, surtout 3 quarts d'heure du matin. En revanche, à partir du moment où vous avez compris le principe, les ordinateurs ils font très bien les calculs. Mais ils les font d'autant mieux que vous avez compris ce que vous faites. Voilà. Bon, alors, application. Ben, application, on va chercher la densité marginale. Ici, justement, sachant, enfin, on va chercher à calculer vraiment la densité marginale. Et ce qu'on sait, en fait, ben, vous vous souvenez, on sait que notre densité jointe, elle va être nulle quand quoi? Quand, en particulier, quand y2 va être en dehors de l'intervalle 6. Donc on va diviser notre intégrale en 3 morceaux. Entre moins l'infini et 1, on intègre une fonction nulle. Entre 1 et 6, on intègre 1/25e de y2. Et entre 6 et plus l'infini, on intègre 0 de y2. Ça, je vais quand même dire, c'est une application. Bon, vous pouvez me dire c'est une application numérique si ça vous fait plaisir, mais vous n'avez plus la place, ça va être un peu de bouillie si je continue à en rajouter. Bon, en fait, si j'ai utilisé la relation de Chasles pour décomposer l'intégrale,
c'est pas juste en souvenir de Michel Chasles, qui est un grand mathématicien français, qui avait un petit problème dans sa tête, mais vous savez, ce pauvre Chasles, il avait un gros problème de distraction. Donc, alors il est connu parce que il est connu pour avoir jeté sa montre à la Seine en voulant faire des ricochets, il ramassait des pierres sur les quais, et puis en fait il a fini par balancer sa montre en pensant qu'il balançait un des cailloux qu'il avait ramassé. Ça c'est pour illustrer le côté éthéré du mathématicien, mais surtout Chasles, il a été victime d'une escroquerie considérable, parce qu'il y a un faussaire qui lui a vendu des lettres authentiques de Jules César à Cléopâtre, et même de Jésus à Marie-Madeleine. Évidemment, c'était des pièces extrêmement rares, donc Chasles avait payé très cher pour ça. Je pense que ça a duré sur des années. Le mec lui a vendu plein de faux. Alors le plus savoureux, c'est que tout ça était écrit en français, naturellement. Donc comme chacun sait, Jules César écrivait en français à Cléopâtre et Marie-Madeleine à Jésus-Christ. Bon, et alors pour justifier ça, le faussaire évidemment avait inventé un français un peu archaïque, c'est-à-dire avec plein de fautes d'orthographe et de tournures anciennes, etc. Mais c'est l'histoire vraie, et le fond correspondant est conservé à la Bibliothèque nationale, qui est François Mitterrand. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est consultable, mais je pense qu'il y a eu une exposition de ces trucs-là, et qu'il doit y avoir un catalogue. Ce qui est amusant, c'est que comme Chasles a été d'un côté un grand algébriste, et de l'autre côté un grand dingue. Voilà. Bon, alors nous, on va pas faire dans le grandiose, et on va se contenter de donner un peu notre calcul. Donc notre calcul, il nous dit que notre densité marginale, c'est certes l'intégrale, alors c'est l'intégrale, on l'a dit, de 1 à 6, de fxy, enfin plutôt fy1, y2, de y1, y2, dy2, mais là en espèce, c'est juste 1/25e, dy2, j'insiste, alors que ici c'est y1. Et donc, il faut trouver une primitive, et on va dire que, en fait, y2 sur 25 est une primitive de 1 sur 25, car y2, 2 étant un indice, c'est pas y au carré bien sûr. Si on dérive par rapport à y2, on trouve 1 sur 25. Et donc évidemment, ceci est une primitive de cela. Donc, on peut écrire que notre fonction, qu'on cherche toujours désespérément et qui est fy1 de y1, elle vaut donc le crochet avec dans le crochet y2 sur 25, le tout pris entre 1 et 6. La valeur du crochet, c'est la différence entre les valeurs au bord de la fonction, donc c'est y2 sur 25 avec y2 égale 6, moins y2 sur 25 avec y2 égale 1, et donc c'est 6 moins 1 sur 25, c'est-à-dire 5 sur 25, c'est-à-dire un cinquième. Mais ça, en fait, c'est évidemment vrai que si y1 est compris dans 1,6, bien sûr, puisque sinon, la fonction qu'on intègre étant nulle, le résultat est nul aussi. Et du coup, on peut mettre sur la page suivante que notre densité marginale, eh bien, soit elle vaut un cinquième si y1 est dans 1,6, soit elle vaut 0 sinon. Et au stupeur, alors c'est vrai que mon y1 il n'est pas très joli ici, on a retrouvé, on a retrouvé la densité d'une variable uniforme sur un 6, autrement dit, y1 suit une loi uniforme sur un 6. Donc c'est miraculeux, on a retrouvé la densité qu'on s'était donnée, qu'on avait calculée la dernière fois, et donc on a retrouvé qu'on avait bien une variable qui est uniforme. Autrement dit, si vous prenez un n-uplet de variable uniforme indépendante, alors pour trouver la loi jointe, on a vu que la formule c'était en fait 1 sur b moins a puissance n si c'est un n-uplet, pour trouver la densité jointe, et puis pour retrouver la densité marginale, c'est des lois uniformes aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est analogue
Justement, ce qu'on s'était dit, c'était que l'indépendance entre les variables, alors l'indépendance c'est une propriété fondamentale, mais c'est une propriété qui est un peu compliquée, enfin c'est une propriété qui est, à la fois, c'est très simple de comprendre ce que ça veut dire que deux variables sont indépendantes, ça veut dire que la distribution de probabilité de l'une ne dépend pas du résultat de l'autre et inversement. En revanche, c'est pas simple de savoir si dans la réalité les phénomènes sont indépendants l'un de l'autre, parce qu'il peut y avoir plein de mécanismes causaux bizarres. On y reviendra plusieurs fois. Là, on va s'intéresser à ce qui nous regarde. En discret, deux variables indépendantes, ça veut dire en fait, quel que soit x1 et x2, la probabilité que x1, pardon, donc que la première variable soit égale à une première valeur et la deuxième variable soit égale à une deuxième valeur, donc c'est ce qu'on va appeler la probabilité des éléments joints, c'est le produit des probabilités. Bon, donc ça, dans le cas, alors, il faut que ce soit vrai pour toutes les valeurs de x1 et de x2. Ce qui signifie inversement que si vous trouvez un seul contre-exemple, alors il n'y a pas d'indépendance. Maintenant, en continu, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, concrètement, vous pouvez vérifier que pour toutes les valeurs x1 et x2 du support, y1 et y2, donc bref xy de votre support, vous avez bien que la densité jointe, c'est le produit de densité marginale. Ouais. Certes, mais en fait, le vérifier pour toutes les valeurs du support, c'est assez compliqué. Et donc, on a plutôt tendance à donner deux conditions, qui sont, un, il faut qu'on ait un support rectangulaire. Et il faut que, quel que soit, dans notre cas, quel que soit y1, y2, fy1, y2 de y1, y2 s'exprime comme g de y1, h de y2, et le produit d'une fonction de y1 par une fonction de y2. Oui. Ah, ça c'est la question qui vous observe. En fait, c'est là qu'il faut visualiser le support. Alors, tant qu'on a un support comme celui qu'on avait tout à l'heure, où est-ce que je l'ai mis? C'est pas celui-là. C'est bizarre, ça je l'ai effacé mon support. Ah voilà, pardon. Donc tant qu'on a un support comme ça, c'est très simple de montrer qu'il est rectangulaire, parce que de fait il est rectangulaire. Enfin, ça se voit qu'il est rectangulaire. Un rectangle, c'est un quadrilatère avec des angles droits. D'accord? C'est aussi bête que ça. Et c'est quoi l'importance d'un support rectangulaire? C'est concrètement, à l'intérieur d'un support rectangulaire, vous êtes sûr, alors le sujet il est un peu tordu, mais enfin, peu importe. Vous êtes sûr que, en gros, l'idée, c'est que puisque le support est rectangulaire, la densité que vous allez trouver là, il y a une chance qu'elle puisse être le produit de la densité que vous allez trouver là, par la densité que vous allez trouver là. Alors que si vous avez un support qui n'est pas rectangulaire, parce que par exemple c'est un triangle, vous voyez qu'en fait si vous avez un triangle, là la densité n'est pas nulle. Je devrais peut-être aller en chercher un triangle, parce qu'il y en a un magnifique dans le cahier de TD. Donc, je vais vous chercher le cahier de TD. Sauf que je ne sais plus à quelle page ça est, on va retrouver. C'est loin en plus, pardon. C'est encore plus loin. C'était là, voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est pas rectangulaire. Quel est le problème que ça pose quand c'est pas rectangulaire? Ça c'est le support. Le support, c'est l'ensemble des points pour lesquels la densité n'est pas nulle. Donc concrètement, ça veut dire tous les points. Alors, on est encore en deux dimensions. On a un couple ici avec. D'accord? Avec l'axe z ordonné. Concrètement, la densité, elle serait figurée par un truc en relief. Là où c'est bleu. Et là où c'est blanc, c'est bien le plan de la toile, densité est nulle. En fait, la raison pour laquelle vous voyez que là, ça ne peut pas être indépendant, c'est très simple.
voyez que quand x est égal à 2 et y est égal à 0, on est dans le support. Donc c'est possible d'observer x égale 2. La probabilité est comme d'habitude nulle, mais n'empêche que techniquement, c'est possible d'avoir des valeurs de x qui sont ici. Et on voit que y égale 4, c'est aussi dans le support. Donc techniquement, c'est aussi possible d'avoir des grandes valeurs de y. En revanche, si on prend x égale 2 et y égale 4, ben on voit qu'on est dans le blanc, on n'est pas dans le bleu. Si on est dans le blanc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le support, et donc la densité est nulle, donc ça n'arrive pas. Donc je vais vous dire autrement, c'est possible d'observer y égale 2 ou y proche de 2, mais on ne peut pas avoir en même temps y proche de 4. C'est possible d'observer y proche de 4, mais on ne peut pas avoir en même temps x proche de 2. Ben là, on est très exactement en train de dire qu'il y a des variables qui ne sont pas indépendantes. Puisque vous ne pouvez observer x proche de 2 que quand y est proche de 0. Concrètement, les valeurs que prend y dépendent des valeurs que prend x. Et inversement, vous pouvez observer y égale 4, mais seulement quand x est proche de 2, et proche de 0. C'est donc bien qu'il y a les valeurs que peut prendre y dépendent des valeurs que prend effectivement x. Donc c'est pour ça que dès lors qu'un support n'est pas rectangulaire, il n'y a pas d'indépendance. Alors après, le problème du support rectangulaire, c'est que autant quand le support, c'est l'ensemble des points pour lesquels la densité n'est pas nulle, autant quand le support c'est juste un fermé, enfin un convexe, c'est simple, c'est relativement simple, autant quand le support c'est un ouvert, c'est un peu compliqué. Parce que par exemple, si on se dit x et y sont strictement positifs, x et y sont strictement positifs, concrètement il n'y a qu'un seul angle. Il y a l'angle qui correspond à l'origine du repère. Il n'y a pas d'autre angle. Bon, alors on va dire que c'est un rectangle généralisé. Parce que c'est un truc, c'est une figure qui a un seul angle et cet angle est droit. Bon, si le seul angle est droit, c'est un rectangle. C'est un rectangle bizarre, dans le sens où c'est pas vraiment un quadrilatère. Mais quand on dit support rectangulaire, on dit en gros tous les angles sont des angles droits. Et alors, s'il n'y a pas d'angle du tout, si on prend R2, pour revenir à notre question, s'il n'y a pas d'angle du tout, c'est rectangulaire aussi. Dans la mesure où on a simplement dit qu'il faut que tous les angles soient des angles droits. S'il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'angle. Mais encore une fois, de toute façon, les cas où on imagine. Enfin, le truc, c'est qu'une uniforme sur R2, ça n'a pas d'intérêt. Vous verrez qu'une normale sur R2, ça a de l'intérêt parce qu'en fait, les valeurs très grandes sont impossibles, presque impossibles. Donc là, on se retrouve effectivement avec, quand on a des lois normales multivariées, on a des supports qui sont, par exemple, si vous avez des lois normales avec, en gros, 20 variables normales, ça s'exprime dans R puissance 20, et là, de fait, vous avez un support qui est infini, mais on considère quand même qu'il est rectangulaire. Parce que, on va se dire ça comme ça, un support rectangulaire, c'est un support qui, s'il a des angles, les angles sont droits. Voilà. Et je reviens à mes gribouillis. Bon, alors dans le cas présent, donc la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'on puisse exprimer la densité jointe comme le produit d'une fonction de y par une fonction de y1 par une fonction de y2. Alors dans le cas présent, c'est un drôle d'exemple quand même. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a un support rectangulaire, ça on l'a suffisamment vu, d'accord? Je peux vous le remontrer, des fois vous l'auriez oublié, mais j'en suis tellement fier de mon petit support rectangulaire. Donc là, il est rectangulaire. Alors, après, même si il n'est pas rectangulaire, il est carré. Ouais, d'accord, un carré est un rectangle, tous les rectangles ne sont pas des carrés, fini. Bon, vous vous souvenez, un quadrilatère, ça veut dire concrètement, c'est un truc à 4 côtés, mais c'est quelconque. Un trapèze, il y a 2 côtés parallèles. Un losange, c'est les côtés sont parallèles 2 à 2, mais il n'y a pas forcément d'angle droit. Un rectangle, c'est les côtés sont parallèles 2 à 2 et tous les angles sont droits. Et un carré, c'est un rectangle avec tous les côtés qui font la même longueur. Là, c'était quand même la révision de CM2, d'accord? Mais ça fait partie des trucs qu'il ne faut pas oublier. Bon, c'est comme, vous savez, la main droite, c'est la poussée à gauche. Oui, ça sert pas à grand chose. Mais
Mais, on a démontré que notre support était rectangulaire, puisque c'est le carré 1, 6, 1, 6. Après, est-ce qu'on peut trouver deux fonctions, une fonction de y1 et une fonction de y2, telles que notre densité jointe est une fonction de l'une et de l'autre? Oui, mais en fait, c'est des fonctions tordues, d'accord? Puisque, en fait, ce qu'on a, c'est que f y1, y2 de y1, y2, ben c'est quoi? C'est 1 25e est égal en fait à 1 sur 5, 1 sur 5. Si y1, y2 sont dans un 6 au carré, et 0 sinon. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que f y1, y2, de y1, y2, c'est le produit de g de y1, h de y2, où g de y1, c'est la fonction 1 cinquième si y1 est dans un 6, et 0 sinon, et h de y2, c'est 1 cinquième si y2 est dans un 6, et 0 sinon. Et vous avez en fait, alors pourquoi c'est des fonctions tordues? C'est parce que c'est des fonctions de y1 et y2, mais on ne voit pas de y1 et y2. Oui. Oui. Enfin, dans ce cas-là, non. À vrai dire, c'est souvent le cas. Mais en fait, il suffit de vérifier. En gros, en général, il suffit de vérifier que la densité est un produit de x et de y. Bon, là, c'est un truc tordu parce que c'est pas un produit, c'est une fonction constante. Mais concrètement, ça marche. Ça fait... Donc en fait, là où c'est plus compliqué que pour du discret, c'est qu'il faut vérifier que le support est rectangulaire. Une fois que vous avez compris qu'un truc rectangulaire, c'est un truc dont tous les autres sont droits, c'est quand même pas super compliqué. Vous avez compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Bon, alors en fait, là, on est rendu au terme. Alors, je pourrais vous en refaire l'espérance et la variance, mais je propose qu'on prenne les choses de manière un peu différente. D'abord parce que peut-être qu'à un moment, alors, je fasse une pause et ça tombe bien. Et puis, oui, non, mais en fait, on va faire ça. On va faire une pause. Et puis, quand on reprendra la pause, je vous montrerai comment fonctionnent les notions à connaître et puis comment ça s'appelle, le kit de survie.